Bonjour, 9h50 le matin, votre rendez-vous au cœur de l'Île-de-France et de votre vie quotidienne. Une vie quotidienne rythmée par les trajets, marre des bouchons, envie de liberté. Vous êtes de plus en plus nombreux à enfourcher une bicyclette, piste cyclable, vélo en libre service. La petite reine étend son royaume à Paris et en Île-de-France. Et si demain, on roulait tous à vélo? C'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin. Nous sommes installés à Montmartre, dans le prieuré du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de Paris, où le vélo dépasse les autos. C'était la complainte en 1972, la complainte de l'heure de pointe de Jodassin. Nous étions alors en pleine 30 glorieuse et la voiture toute puissante avait chassé la bicyclette de la capitale. Et aujourd'hui, retour de manivelle. D'ici 2020-2030, la circulation cycliste aura probablement dépassé la circulation automobile. C'est en tout cas la volonté des pouvoirs publics. Si on vit à Paris, on s'en rend compte tous les jours. Vélo en libre circulation, pistes cyclables, grand plan vélo, free floating. Priorité absolue est donnée aujourd'hui à la petite reine. Alors, question, est-ce que la vie est vraiment plus belle à vélo? Quelle offre aujourd'hui? Est-ce suffisant? Est-ce qu'il y a les bons aménagements? Quel marché représente le vélo en ville aujourd'hui? État des lieux, témoignages. On a voulu découvrir ce monde de la petite reine avec nos invités, avec d'abord Bertrand Lambert. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bienvenue sur ce plateau. On vous avait déjà reçu pour une émission sur les transports en début de saison, parce que vous êtes le monsieur transport de France 3. On vous retrouve, oui, on vous retrouve en tout cas chaque semaine, chaque samedi. C'est à 12h05 sur France 3 Paris-Île-de-France. Votre émission s'appelle Parigo. C'est toute l'actualité sur les transports parisiens. Alors évidemment, vous savez tout sur les nouveaux Vélib, le free floating, le business que ça représente, les ambitions de la ville, de la région. Vous allez nous servir de guide au fil de cette émission. Charlotte Niewiadomski, bonjour. Bonjour Charlotte. Fondatrice et dirigeante aujourd'hui de Bicycled. Alors l'idée de Bicycled, c'est que il faut aider les cyclistes à entretenir leur vélo. Pourquoi? Parce que, vous nous le direz, il y a beaucoup trop de vélos qui sont jetés et abandonnés. Pour plus de prévention et de sécurité, vous intervenez en entreprise. Tout ça, c'est pour aider à valoriser cette circulation douce à vélo. Vous êtes en tout cas une fervente militante de ce qu'on appelle le vélotaf. On va voir ce que c'est ensemble. Ce sont ces trajets à vélo pour aller au boulot et ça se développe de plus en plus. Le vélo, c'est également un business en plein essor. Certains l'ont compris, comme vous. Marc Schmitt, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Passionné de vélo depuis toujours. Vous avez voulu redonner ses lettres de noblesse à un vélo qui avait une image un petit peu trop beauf. C'est vous qui le dites. On va dire biaisé. C'est le mot que vous avez employé en préparant cette émission. En tout cas, voilà, un monde un peu trop technique, un peu fermé sur lui-même, d'initié. Et vous avez un peu dépoussiéré tout cela à travers d'abord un magazine, Style Magazine, puis ouvert un café, Style Cycle Wear and Coffee Shop. Alors, en préparant cette émission, je me suis aperçue que le monde du vélo était un monde qui parlait anglais. Vous êtes beaucoup dans les anglicismes. On va essayer de comprendre pourquoi. En tout cas, voilà, c'est une boutique spécialisée qui est à la fois un lieu de rencontre, un point de départ aussi pour certaines courses, un lieu de rassemblement. Avec vous, on va voir que le vélo, voilà, c'est une communauté, c'est un style de vie. On peut tout faire à vélo et même déménager. Adrien Calvez, bonjour, président de l'association Les Boîtes à Vélo, qui est un collectif justement des entrepreneurs qui estiment qu'on peut tout faire à vélo, en tout cas dans Paris. Et vous êtes, vous, responsable des déménagements chez Carton Plein depuis 2015. Alors au départ, c'était de la collecte et de la livraison de cartons.
Puis il y a eu des demandes et aujourd'hui, vous arrivez avec vos vélos électriques à tracter jusqu'à 3 mètres cubes et 300 kilos. Voilà, entreprise donc écolo, efficace, à vélo. On peut donc déménager. On va voir ça ensemble. Alexandre Martin, bonjour. Artiste indépendant, adepte du vélo taf dont on parlait. Depuis longtemps, vous, c'est une habitude de vie. Vous livrez même vos clients à vélo et vous avez fabriqué une print bike, encore de l'anglais, un vélo imprimante en français. Vous allez nous dire en quoi ça consiste. Passionné de ride également, je traduis les courses, comme la Kairine Caviar que vous organisez à l'hippodrome de Longchamp depuis 2015. Vous nous raconterez ce que c'est que cette course. En tout cas, avec vous, c'est un vélo un petit peu plus underground. On peut dire ça, ouais. Voilà. C'est un monde d'initiés qu'on ne connaît pas, que vous allez nous faire découvrir avec plaisir. Voilà, on l'a compris, hein, en quelques années, on est passé de la bicyclette qui avait une image un petit peu surannée à la bike pliante, qui est l'accessoire indispensable des bobos. Le vélo est partout, il envahit la ville. Pour vous, c'est quoi aujourd'hui, francilien, ce vélo? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est un loisir? Est-ce que c'est un joli moyen de se balader, de vous rendre au travail? Est-ce que c'est la liberté? On est allé vous demander. Moi, je trouve qu'on en fait pas assez pour les vélos, mais pour les piétons, ça devient infernal, hein, parce qu'ils grillent des feux rouges. Je pense qu'on en fait pas mal pour les vélos. De quoi? Là, on va voir avec le nouveau prestataire, mais ce qui était avec Vélib, il y avait des stations à peu près partout. Il y a pas mal de voies vélo qui sont installées. Non, j'ai l'impression que le vélo est pas mal privilégié, pas mal mis en avant. Ah, moi, je dis pas assez. Moi, je dis pas assez. En tant que cycliste, rouler avec les voitures, je trouve ça vraiment dangereux. Moi, je roule plus. Hein. Moi, j'ai 2 vélos, ils sont au clou. Je les ai chez moi, ils sont enfermés. Je me suis jamais vraiment senti en danger dans Paris. C'est vraiment une question de perspective et de se sentir bien sur son vélo et d'être attentif autour de soi. Je pense qu'on en fait clairement pas assez. C'est une ville qui n'est pas adaptée aux usagers du vélo. C'est super ce qu'on fait, mais peut-être les voies sur berge, non, ça c'est grotesque. Bon, alors, les pistes cyclables, les Vélib, tout ça, on va y revenir, mais je voudrais d'abord savoir ce que c'est que le vélo dans votre vie, à vous, ce que ça représente. Charlotte Niewiadomski, bicyclette, le vélo, il a toujours été, pour vous, au centre de votre vie quotidienne ? Bah oui, pour moi, le vélo, c'est une forme de liberté, c'est-à-dire que je vais où je veux, quand je veux, au rythme que je souhaite. Et j'aimerais le faire découvrir à tout le monde, en fait. Je pense que c'est une chance, en fait, d'avoir découvert ce moyen de transport. C'est un moyen de transport qui est économique, qui est écologique, qui est bon pour la santé de tout le monde, pour nos enfants et pour les enfants de tout le monde, pour l'avenir de notre planète. Je pense que c'est important de se mettre à utiliser ce moyen de transport. Et nous, ce qu'on veut faire découvrir, justement, c'est la chance que c'est et le bonheur que c'est de se déplacer à vélo, toutes les vertus, en fait, que représente ce véhicule. Voilà, parce qu'il peut être vu comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose de fatigant, de compliqué, etc. C'est juste permettre aux gens de voir qu'en fait, non, le vélo, c'est juste du bonheur et que c'est une chance, en fait, de pouvoir utiliser ce moyen. Une fois qu'on s'y met, on découvre ses vertus et ce bonheur. Marc Schmitt, on le disait, vous en avez fait une affaire qui roule, si j'ose dire, Style Cyclewear Coffee Shop. Mais avant d'en avoir fait votre activité, c'est une passion de toujours chez vous? Ouais, le vélo pour moi est une passion, clairement, depuis que j'ai mis mes fesses sur une selle. Mes déplacements à l'école, bon, j'avoue, je suis passé aux 2 roues scooter, mais après, je suis vite revenu au vélo parce que c'est une pratique sportive qu'on fait sans s'en rendre compte. Donc, du coup, bon, c'est un peu de maintenir une ligne, mais c'est surtout rentrer dans une sorte de communauté qui partage les mêmes valeurs. Et il y a ce côté affect, passion, lorsqu'on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on commence à parler à vélo, tout de suite, ça accroche. C'est une communauté qui, encore une fois, qui partage la même mentalité, l'écologie et surtout l'envie de partir au vert et juste d'être indépendant. Et c'est de là que justement ça s'ouvre et ça peut être pratiqué par tout le monde. Tout le monde a pratiqué le vélo. C'est quand même 34 millions de tout vélos. le monde et en même temps plusieurs vélos. On va le voir, enfin plusieurs manières d'apprivoiser ce vélo. En tout cas, on peut
tout faire à vélo, c'est votre conviction, Adrien Calvez. Avec Carton Plein, on va revenir sur votre aventure et comment vous avez eu l'idée de faire des déménagements à vélo. Mais vous aussi, même question, ça fait partie de votre quotidien aujourd'hui? C'est votre philosophie de vie? Je suis arrivé à Paris il y a genre 5-7 ans. Et à ce moment-là, il fallait me déplacer. J'ai pris le métro pendant 2 ans. J'ai rien vu de cette ville. Et le jour où j'ai pris mon vélo, je l'ai découverte en fait. Et je me sentais plus libre. Ça, c'est juste, je suis d'accord avec Charlotte sur ce point, c'est un moyen de s'approprier sa ville, de s'approprier ses commerces, de s'approprier tout simplement son environnement. Et pour ça, le vélo, pour moi, ça a été un super vecteur d'intégration dans la ville de Paris, aussi à cette époque. Très bon moyen de découvrir Paris et l'Île-de-France d'ailleurs, parce qu'il y a tous les alentours où on peut s'échapper à vélo. Il y a des très belles balades à faire. Bertrand Lambert, vous qui êtes un observateur des moyens de transport à Paris et comment ils évoluent, on voit bien que en quelques années, c'est fou. Le vélo a complètement changé d'image. Il y a eu une vraie révolution. Alors l'image, oui, mais l'usage du vélo a explosé. Parce que depuis le début des années 90, la part des déplacements faits à vélo dans la ville de Paris a été multipliée par 10. C'est considérable, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu, les cyclistes n'ont pas attendu en fait les aménagements qui sont en train de se faire pour être de plus en plus nombreux. Donc en fait, cette transition de la voiture vers le vélo, parce qu'elle se fait bon gré mal gré, vous en avez parlé tout à l'heure, mais effectivement, j'avais invité dans l'émission dans Parigo Julien Demat, qui est chercheur au CNRS, qui nous disait si on voyait les courbes continuer telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui on a un déplacement sur 10 qui se fait en voiture dans Paris, et 5%, donc un déplacement sur 20 qui se fait à vélo. Les courbes font ceci, elles vont se croiser vers 2025. Oui, demain, quoi. Et c'est demain, tout ça. Et donc, les aménagements qui sont en train d'être réalisés accompagnent, en fait, ce mouvement qui a démarré bien plus tôt. Et l'image, effectivement, avant, le cycliste, c'était... il y avait peut-être un côté un peu ringard, il y a vraiment assez longtemps. Ensuite, c'est devenu le bobo, qui emmerde tout le monde. Et maintenant, c'est complètement inversé, puisque maintenant, c'est le beauf qui est dans sa voiture et qui fait chier tout le monde. Voilà. Non, mais vraiment, médiatiquement, les choses se sont progressivement inversées. Et ça ne choque plus personne qu'on imagine avoir plus de cyclistes que d'automobilistes d'ici quelques années. Et vous le disiez, c'est accompagné par les pouvoirs publics qui suivent Finalement, qui accompagnent, parce que voilà, qui accompagne cette vague qui, de toute façon, se produit. Il y a un objectif très clair des pouvoirs publics, un objectif qui est affiché. Ambition de Paris devenir la capitale mondiale du vélo en 2020, tout simplement. Alors, vous, franciliens, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Réponse. Déjà, il faudrait que ça le soit en 2018 parce que là, avec le changement de prestataire pour Vélib, c'est un petit peu la catastrophe pour l'instant. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que c'est sûr qu'il faut faire quelque chose pour améliorer le problème des transports à Paris. Maintenant, c'est vrai que le service de Vélib était plutôt pas mal, était plutôt performant. Donc si on arrive à avoir quelque chose d'à peu près équivalent, pourquoi pas? C'est même possible pour 2020. Il faudrait peut-être créer des pistes cyclables séparées des routes, comme à Strasbourg par exemple, ou dans d'autres villes. Et ça, ce serait déjà un grand progrès. Moi, j'ai peur avec les voitures. J'ai très peur avec les autobus, les camions. Donc je fais du vélo le dimanche matin, ou très tard ou très tôt. Ça peut être possible, mais je déplore aussi la relative insécurité des zones, des pistes cyclables, qui sont surtout trop proches des voitures en stationnement. Je doute, je doute pour des raisons, c'est que ça manque de civisme. C'est-à-dire que les vélos font n'importe quoi et les voitures font n'importe quoi. Qui fait n'importe quoi? On fait n'importe quoi, en fait. C'est la jungle. Vaste débat. En tout cas, Paris, capitale mondiale du vélo, d'ici 2020, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, il y a un plan qui est celui de la ville. Il y a un vrai plan vélo qui a été lancé, qui a été voté. Il y a un plan de la ville et de la région. Alors, les grandes lignes de ce projet, c'est stationnement, piste cyclable. Plus de places de stationnement et puis surtout le développement d'un réseau, le réseau REV, réseau Express Vélo, pour pouvoir se déplacer rapidement. C'est-à-dire que le vélo n'est plus vu juste comme un loisir qu'on fait le dimanche à 15h quand il fait beau, mais une vraie façon de se déplacer pour aller au travail, pour ces déplacements du quotidien. Et donc, on a besoin d'avoir des infrastructures qui correspondent à ce type de déplacement pour aller vite et être protégé du reste de la circulation. Alors, le problème, c'est que ce plan a été voté en 2015. Effectivement, il y a 150 millions d'euros qui vont
vont être consacrés, mais ça prend énormément de temps. Moi, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps l'association Paris-Ancel, qui est un observatoire du plan vélo. Et il y a un volontarisme certain de la ville de Paris, ça fait absolument aucun doute, mais dans les faits, tout prend énormément de temps. Et la ville de Paris doit aussi faire face à l'immobilisme, par exemple, du préfet de police, qui met son veto à certains aménagements, comme c'est le cas sur l'avenue Général Leclerc. Alors, on va voir un petit peu en détail, on va parler des Vélib et des pistes cyclables, mais globalement, en préparant cette émission, vous nous avez dit, oui, il y a une volonté des pouvoirs publics, mais on est vraiment loin du compte, c'est pas du tout assez quand on est cycliste comme vous et quand on met le vélo au cœur de sa vie quotidienne. C'est vrai que ça paraît jamais suffisant quand on est très engagé et que voilà, ça prend beaucoup de place dans les convictions, mais après, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a un levier quand même massif de développement de l'usage du vélo, c'est les entreprises. On travaille beaucoup avec les entreprises sur la sécurisation des trajets de leurs salariés. On travaille beaucoup, notamment de l'autre côté du périphérique, avec des entreprises qui sont implantées en banlieue, qui sont parfois dans des zones un peu enclavées, et où la question de la mobilité est une préoccupation majeure, en fait, pour les dirigeants. Parce que ce n'est pas desservi par les transports publics. Voilà, les gens ont parfois du mal à atteindre en fait, les zones. Et du coup, nous, on voit que le vélo, puisqu'on l'utilise sur ces zones-là, on voit très bien que c'est un formidable moyen de locomotion, très efficace et avec beaucoup de vertus. Donc, on accompagne les entreprises, en fait, dans ce mouvement-là, en apportant des services de réparation sur site qui permettent aux cyclistes d'avoir des vélos en bon état, parce que la première étape pour être en sécurité à vélo, c'est d'avoir un vélo qui roule bien et qui freine bien, etc., bien équipé aussi pour les cyclistes de toute l'année, puisque de plus en plus, il y a des cyclistes qui roulent toute l'année à vélo, donc en hiver, il faut penser à l'éclairage, etc. Et puis, on propose aussi, autour de la vélo-école, puisqu'on a une vélo-école, donc pour former les adultes à l'usage du vélo, des séances de prévention routière, où voilà, on peut faire des trajets aussi avec les salariés pour expérimenter certains trajets. Voilà. Et donc, on essaie d'accompagner les entreprises dans ce mouvement parce qu'on est persuadé que c'est pour massifier l'usage du vélo pour tous, pour tous les publics, c'est un vrai levier. Et puis, alors l'entreprise, c'est un levier, mais il y a avant tout pour le grand public la flotte de vélos qu'on propose, à commencer par les Vélib. C'est extrêmement important parce qu'il faut multiplier cette offre pour que... Un vélo sur 3 qui circule dans Paris est un Vélib. Est un Vélib. Énorme investissement pour lancer en grande pompe la nouvelle génération de Vélib l'automne dernier, avec un nouvel opérateur, Smovengo, des Vélib plus légers, 20 kilos, des couleurs flashy. Et surtout en partie électrique à 30%. Voilà, 30% de la flotte, nouveau système d'accrochage, nouvelle station. Alors voilà, sur le papier, on a vu Anne Hidalgo enfourcher ces nouveaux Vélib. Et là, patatras, qu'est-ce qui se passe? Bertrand Lambert, 700 stations promises au 1er janvier. Dans les faits, ça donne quoi? Je pense qu'à la fin du mois, on en aura 200, qui fonctionnent plus ou moins. Il faut savoir que depuis une semaine, le nombre de vélos disponibles est à la baisse, parce qu'ils sont plus rechargés. La plupart des stations qui sont opérationnelles n'ont pas été reliées au réseau électrique, elles fonctionnent sur batterie, ce qui n'avait pas été prévu. Donc les vélos ne sont pas rechargés, des fois ils tombent en panne en plein milieu du trajet, puisque les vélos électriques ont besoin d'électricité, et le petit module à l'intérieur également pour fonctionner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le prendre juste comme ça et pédaler, il faut quand même un minimum d'électricité dedans. C'est un accident industriel inouï. Non, mais il faut dire les choses. Fiasco, quoi. Il y a 1400 stations qui devaient être installées d'ici au 31 mars. Il devait y en avoir 700 au 1er janvier. Il y en a 200 au bout d'un mois. Là, on nous parle de l'été 2018 comme ligne d'arrivée pour ces 1400 stations. On ne sait même pas si ça va fonctionner. Il y a un vrai problème juste de mode d'emploi aussi pour les usagers, puisque tout est nouveau, on ne sait pas s'en servir, donc ça crée un bins incroyable autour de ces vélos. Il y a 300 000 abonnés qui ont été laissés dans la nature et il a fallu quand même plusieurs jours et plusieurs semaines pour que les politiques se rendent compte du désastre que c'est. Bon. Moi, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi impréparé en termes de transition. Bon, donc on va laisser quelques semaines et quelques mois aux autorités, au pouvoir public. C'est Smovengo, c'est pas les pouvoirs publics. Là, oui, c'est l'opérateur qui a succédé à JC Decaux. Vous l'avez essayé, vous êtes un usager du Vélib ou pas du tout? Ou vous préférez vos vélos à vous? J'avoue l'avoir essayé une fois. Ouais. Je me suis retrouvé en galère, j'habitais à l'étranger, je suis revenu à Paris, j'en ai pris un et j'étais vraiment campignon fixe à l'époque. Et j'ai pas trouvé ça
génial. Parce que bon, quand on connaît le vélo, on ne prend pas forcément Vélib et qu'on a son propre vélo. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une solution assez incroyable pour toute personne qui souhaite se balader dans Paris et se déplacer hors transport en commun. Ouais, vous, idem, même question, vous qui donnez l'exemple en faisant tout à vélo et en travaillant à vélo, vous estimez que le Vélib, c'est un outil suffisamment adapté ou pas suffisamment performant pour justement développer cette vie à vélo? Alors, si la mobilité est considérée comme un service, à l'instar des transports en commun et de l'autopartage, dans ce cas-là, le Vélib est une solution complémentaire. Ensuite, dans un usage plus poussé du vélo, à l'instar de Marc, par exemple, ou de Alexandre, ou de nous tous ici réunis, en effet, avoir son propre vélo qu'on entretient, qu'on connaît, permet d'avoir une plus grande vélocité, de se déplacer plus efficacement. Mais le Vélib est une étape vers ça. On commence, on est piéton, puis on fait du vélo, et puis on finit par avoir son propre vélo personnel. D'accord, ouais, c'est des habitudes qu'on prend petit à petit. Et puis, il y a les petits frères des Vélib, les petits cousins qu'on a vus apparaître un peu partout dans la capitale. Ils sont lancés également par des opérateurs privés. Une appli, pas de borne, c'est parti. Regardez, la bataille du free floating est lancée dans Paris. C'est un reportage de Aude Blachère et Mustapha Tafni. Ils sont partout, dans tous les arrondissements, sur les trottoirs, bien visibles devant chaque monument. Depuis quelques semaines, les vélos verts ont envahi Paris, les Gobi Bikes, pionniers du free floating dans la capitale. Là, j'ai vraiment été attiré par la nouveauté et voilà, j'essaye. Au niveau du poids, déjà, je vois que c'est beaucoup plus léger qu'un Vélib. Donc c'est plutôt bien et donc je m'attends à quelques coups de pédale pour avoir un jugement un peu plus complet. Pour trouver son vélo, ce cycliste a utilisé une application de géolocalisation sur son téléphone. Une fois le QR code scanné, le vélo se déverrouille et c'est parti. Un service sans borne tellement simple à utiliser qu'il a déjà fait des petits. Depuis quelques jours, 500 vélos jaunes et gris de la start-up O-Bike ont déferlé dans Paris. Au faux, le leader mondial en la matière devrait lancer ses vélos jaunes d'ici quelques semaines. Nous, on est une nouvelle génération de partage de vélo. On pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'utilisation du vélo. Vous savez que 4% des trajets domicile-travail sont faits en vélo. On peut probablement aller à 10, 15 ou 20% en offrant de nouveaux services aux usagers. Des services similaires, pas de borne, pas d'abonnement, un coût de 50 centimes toutes les 30 minutes. Alors pour se démarquer, tout l'enjeu est d'être au bon endroit, au bon moment. On analyse beaucoup de data, et notamment des data publiques quand on commence. Ensuite, on utilise les data de O-Bike sur les grands mouvements de population, les pendulaires, le matin, quel type de trajet ils font, quel type de trajet ils font le soir. Et on essaye d'être présent sur ces grands axes pour que les gens puissent les utiliser. L'idée, c'est vraiment de remplir la fonction du dernier kilomètre ou du premier kilomètre qu'on va avoir du mal à faire. Des vélos qui peuvent aussi rouler en banlieue, un concurrent sérieux pour Vélib, au moment même où le service change de prestataire. Les nouvelles offres que nous voyons arriver, ce sont des vélos simples, mécaniques, sans vitesse, qui auront peut-être plutôt une vocation de déplacement de très courte distance. Donc je vois plutôt les offres plutôt comme étant complémentaires plutôt que concurrentes. Gobi Bike doit prochainement mettre en service un nouveau vélo à 2 vitesses, tandis qu'O-Bike va proposer d'ici quelques semaines des vélos électriques. Avantage pour Vélib, sa flotte inégalée. Est-ce que cela sera suffisant pour faire la différence? À voir. Voilà, c'est un reportage qui a été diffusé dans votre émission, Bertrand Lambert, Parigo. Gobi Bike, on l'a vu dans ce reportage, qui a dû retirer des vélos à Lille et Reims, dégradation, vol, abandon sur la voie publique. Voilà, c'est un business model qui est alléchant, mais qui pour l'instant patine. Qui est très aléatoire. Il n'y a pas vraiment de business model, parce que là où ça s'est très développé, enfin, ce grand V, c'est en Chine, où il y a énormément de free floating comme ça. Et récemment, le numéro 2 chinois a mis la clé sous la porte du jour au lendemain. Pourquoi ? Eh ben, pas d'argent, parce qu'en final, il faut mettre de plus en plus de vélos pour attirer de plus en plus de clients, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus utilisés. Et puis, il y a les frais de réparation et tout ça, et on le voit dans Paris, en ce moment, c'est un vrai naufrage. Ils se sont tous lancés au même moment, profitant de la transition, sans savoir qu'elle allait être aussi catastrophique vers vers Smooth & Go pour le Vélib. Il y a un 4e opérateur qui s'est lancé il y a quelques jours, mais dans les faits, on n'a absolument aucune certitude qu'ils vont rester, et on ne sait pas qui va gagner cette bataille. On espère pour le Vélib, qui est l'air de rien quand même un opérateur public derrière, que le Vélib va l'emporter, mais
C'est des options supplémentaires pour les cyclistes. Mais est-ce qu'on en reparlera dans un an? Ça, je suis pas sûr. À voir. En tout cas, on l'a compris, l'enjeu, ce sont ces petits trajets qui vont de chez nous à une station de transport public ou jusqu'au travail, sachant que ces petits trajets, ils font entre 1 et 5 kilomètres. Et on voudrait développer le vélo-taf, ces trajets pour se rendre au travail. C'est 4% seulement des actifs en Île-de-France aujourd'hui. Pour cela, il faut des pistes cyclables. On va faire un point en images sur ce qui existe, ce qui n'existe pas. Valentine Poncy, Isabelle Audin. À 2 pas de la Bastille, une voie à double sens réservée aux vélos est séparée du flot de la circulation. Les adeptes de la bicyclette ont bien leur place dans la capitale. Après 2 mois de travaux, cette piste nouvelle génération est presque terminée. De quoi rouler en toute sécurité, mais les avis sont partagés. Là, il y a carrément une voie pour les vélos, tandis que par exemple sur d'autres pistes cyclables, on est à côté des voitures et c'est vrai que ça peut être dangereux. C'est bien d'avoir aussi des pistes indépendantes du circuit des bus. Il y en avait déjà une avant qui était extrêmement plus sympathique et fonctionnelle. Elle longeait le canal. C'est super pratique d'avoir à Paris des pistes aussi bien aménagées. Comparé à d'autres villes comme Londres ou New York où c'est beaucoup moins clair. Cette nouvelle voie préfigure ce que seront les pistes cyclables d'ici 2020. La mairie prévoit d'investir 150 millions d'euros pour créer 45 km de voies qui traverseront la capitale d'est en ouest et du nord au sud. Elles suivent les grands axes de circulation, mais pas seulement. On ne fait pas passer les vélos que sur les grands axes. Notre politique de déplacement à vélo, elle se double aussi de la volonté d'avoir dans les zones 30 ce qu'on appelle des doubles sens cyclables et de généraliser ces doubles sens cyclables qui permettent donc justement aux vélos de circuler dans les 2 sens de circulation en toute sécurité. Aujourd'hui, les déplacements à vélo ne représentent que 5% du trafic global, mais avec ces nouveaux équipements, la ville espère bien faire de nouveaux adeptes. Bon, voilà, certaines de ces pistes qu'on a vues dans le reportage sont terminées à ce jour. En tout cas, l'objectif d'ici 2020, c'est entre 700 et 1000 km de pistes cyclables. Itinéraire cyclable, Charlotte, c'est pas tout à fait la même chose. Oula, attention. Non, mais la mairie tient à ce vocable-là parce qu'il n'y aura jamais 1400 km de pistes cyclables dédiées. Or, un couloir de bus ouvert au vélo et pour la ville de Paris, un itinéraire cyclable. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et voilà, vous me donnez la preuve là que, franchement, piste, itinéraire, sens unique, double sens, protégé, pas protégé, très franchement, on s'y perd un petit peu. On a du mal à s'y retrouver quand on est un cycliste néophyte. On fait comment ? Bon, le cycliste néophyte, quand on le voit dans Paris, en fait, il va tout droit et puis il se fiche un peu de son voisin. C'est ça. Non, je déconne un petit peu. Mais non, mais c'est la jungle parisienne. Non, je pense qu'on s'y retrouve. C'est quand même de plus en plus facile de faire du vélo dans Paris. D'accord. Enfin, franchement, il y a 15 ans, il n'y avait pas de couloir de bus. On était au milieu des voitures. Enfin, c'était plus dangereux qu'autre chose. Et les gens, d'ailleurs, roulaient sur le trottoir. Aujourd'hui, il y a quand même moins de cyclistes sur les trottoirs. Il y en a sur certains axes où vraiment, il n'y a pas de place. Et moi, la dernière fois, j'ai circulé sur les quais hauts. Là où il y a encore les voitures, c'était... Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. J'avais l'impression que j'allais me faire prendre un sandwich, écraser, rouler dessus à maintes reprises. Donc, mais sinon, c'est quand même plus simple. Après, effectivement, maintenant, on peut tourner à droite, il y a le tourner droite, il y a certains feux rouges qu'on peut griller. Les choses ont été adaptées pour que la ville aussi s'adapte au rythme du vélo. En fait, avant, on faisait tout par rapport au rythme de la voiture, son feu rouge, sa voie tout droite, ses axes rouges, c'était sous Jacques Chirac, tout ça. Désormais, c'est différent. C'est à la voiture de s'adapter au vélo, d'où les contresens dans les zones 30 pour que la voiture aille moins vite également. Vous qui travaillez à vélo, vous livrez, vous déplacez, ça va quand on est à vélo tout le temps par rapport à ces aménagements? On va dire qu'il y a certaines pistes qui sont un petit peu plus dangereuses. On parlait justement de la piste cyclable du boulevard Magenta, qui est justement au milieu du trottoir. Donc c'est vrai que c'est un certain risque avec les piétons. Moi, je pense que c'est quand même mieux maintenant qu'il y a certaines années. Après, bon, je pense qu'il faudrait demander, par exemple, à certains coursiers où ça fait 10-15 ans qu'ils roulent dans Paris. Vous les connaissez, ces coursiers? Oui, pas tous, quelques-uns, ça serait prétentieux, mais je pense que c'est un petit peu plus facile.
Je pense que c'est un petit peu plus facile. Mais bon, je pense qu'il y a un petit peu d'éducation à faire. J'ai envie de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas faire de l'éducation, vous qui avez un vélo-école, qui voulez développer ces déplacements, et notamment auprès des entreprises, et vous faites œuvre de pédagogie parce que vous pensez justement que vous allez augmenter la sécurité des cyclistes, il faudrait faire de la pédagogie auprès des automobilistes, mais auprès de tout le monde, j'ai envie de dire, parce que le vélo s'est développé comme ça, et c'est très bien, et c'est une très bonne nouvelle, mais sans vraiment de réglementation, sans vraiment d'éducation, finalement, tout le monde est perdu. C'est vrai, ce qui est important, ce qu'on dit dans la prévention routière, c'est de savoir se mettre toujours à la place de l'autre usager de la voirie, savoir être piéton, savoir être cycliste, automobiliste, etc. Et il y a des auto-écoles, par exemple, en France, qui proposent de faire un passage sur un vélo avant de passer son permis de conduire, pour se rendre compte aussi de ce que ça représente d'être un cycliste. On n'a pas la carrosserie, par exemple. Donc, quand on nous frôle à 1 mètre en roulant à 50 km/h, c'est très impressionnant à vélo. Des choses comme ça qui permettent de se mettre à la place de l'autre, je pense qu'en prévention routière, c'est très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le code de la route a été fait pour les automobilistes et pas du tout pour les vélos. À l'époque, c'était pas du tout le sujet. Donc aujourd'hui, on est obligé d'adapter ce code de la route. Nous, on appelle ça le code de la route vu du guidon, c'est-à-dire comment on fait quand on est cycliste aujourd'hui pour s'adapter à un code de la route qui n'a pas été prévu pour les vélos. Mais comment on fait, nous, automobilistes, quand on l'est parce que l'idée, c'est pas qu'on est tout puissant. On n'a pas du tout envie de blesser un cycliste et que on n'est pas forcément au courant de toutes les nouvelles réglementations, du tourner à droite, des zones 30. On voit des vélos débouler et on a très peur, nous aussi. Je parlais d'une éducation des formations de tout le monde. Permanentes, en fait, des automobilistes aussi. C'est ça. Pour appréhender justement la situation vue d'un autre usager de la route, tout simplement. Oui, plutôt que de dresser les uns contre les autres, ce qui ne sert absolument à rien. On est dans une évolution globale où, de toute façon, le vélo prend de plus en plus de place. Vous, Adrien Calvez, avec Carton Plein, c'est pas seulement des déplacements, c'est pas seulement un style de vie, c'est une conviction qui va encore plus loin, qui est de dire, on peut tout faire à vélo, notamment faire des livraisons, les artisans, tout le monde peut développer des activités à vélo. C'est juste, à Carton Plein, on est une activité qui génère de l'emploi grâce au vélo. On travaille avec des gens en situation de grande précarité, qu'on accueille pendant 1 an au sein de notre association. Et on propose du coup de faire des livraisons à vélo, notamment, et des déménagements à vélo. Bon, faut se le représenter déjà. Qu'est-ce qu'on a chez nous? On a des frigos, des machines à laver, des cartons. Et nous, on a des grandes remorques qui font 1,80 m sur 1,20 m de large et des vélos électriques assez puissants. Et tout simplement, on joue à Tetris, en fait. C'est-à-dire qu'on prend le frigo, la machine à laver, on les met sur les remorques, on sangle, on protège avec des couvertures, des équipes de 2 à 4 personnes. Enfin voilà, c'est assez simple. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on stationne où on veut. Sur les trottoirs notamment, laissant de la place pour les poussettes, les autres usagers. C'est hyper important de ne pas juste arriver et de s'imposer. Nous, au sein de notre association, dans la pédagogie, dans les gens qu'on forme, et on leur dit, vous n'êtes pas les rois de la route, les gars et les filles. Oui, mais vous roulez où avec votre chargement? En fait, on prend les pistes cyclables, qui sont suffisamment larges. Parfois, quand il y a des difficultés, on roule doucement sur les trottoirs pour éviter, par exemple, un bouchon énorme. Et en fait, on se déplace de manière assez fluide dans Paris. C'est un vrai avantage. Et comme je vous dis, c'est au niveau du stationnement qui est une vraie contrainte aujourd'hui pour les artisans. Le stationnement, c'est une perte de temps, une perte d'argent et d'efficacité. Et beaucoup d'artisans renoncent à Paris à cause de ça. Et nous, on fait des chantiers partout dans Paris parce qu'on n'a pas cette contrainte. Même prix qu'un déménagement classique? Même prix pour les gros volumes, donc supérieur à 15 mètres cubes, c'est-à-dire l'appartement de 50 mètres carrés, une famille et 2 enfants. Prix un peu inférieur pour les petits déménagements de 10 mètres cubes. Là, c'est plutôt le jeune couple ou l'étudiant, le jeune actif, on va dire. Et du coup, votre clientèle, elle est séduite. Pourquoi? Parce que c'est écolo, parce que c'est solidaire, les deux? D'abord parce que c'est solidaire. On propose du travail, comme je disais, à des gens qui sont issus de la grande précarité. Oui, vous faites de la réinsertion. Hein. Et ça, c'est vraiment le cœur du projet. Et ensuite, c'est économique, c'est le même prix. Et enfin, c'est écologique car les gens sont fatigués du bruit de la pollution dans Paris. Et là, on propose quelque chose, un déménagement sans bruit ni pollution. Un déménagement tout doux, tout tranquille.
Et ça, c'est agréable en fait. Et au-delà du déménagement, votre philosophie globale de tous à vélo, hein, on pourrait faire quoi? Alors il y a quoi? Il y a par exemple les artisans, pas les artisans, mais les commerçants qui livrent tous les matins, on le voit, hein, les camions de livraison qui laissent leur moteur tourner, qui bloquent les rues. Vous vous dites, ça, on pourrait le faire? C'est vrai? Alors ça s'inscrit dans un schéma, le vélo, la cyclo-logistique, la logistique à vélo s'inscrit dans le schéma de la logistique urbaine et des transports et livraisons du dernier et du premier kilomètre. Il y a une grande partie de ces livraisons-là qui peut être réalisée en effet à vélo, mais il faut des infrastructures, à nouveau. Il faut adapter aussi la législation. Il y a beaucoup de champs dans la logistique urbaine qui permettent l'essor de la logistique à vélo. Mais c'est quelque chose auquel vous croyez, que vous imaginez, c'est tout à fait possible? Alors, on le croit, on le fait. Au sein des boîtes à vélo, donc notre association interprofessionnelle d'entreprises à vélo, on a des entreprises qui se développent, qui créent des emplois, qui font du chiffre d'affaires autour de la livraison à vélo et justement cette livraison-là. Petit colis, pli, messagerie. Charlotte Niewiadomski, Bicyclette, c'est à la fois pour promouvoir le vélo en ville, vous nous avez expliqué quelques volets de votre action, mais également pour créer des emplois. Il y a une dimension solidaire et de réinsertion dans votre mouvement. Tout à fait. Ouais. Bicyclette fait d'ailleurs partie des boîtes à vélo, puisque nous sommes des entrepreneurs qui utilisons en très grande majorité le vélo pour tout ce que nous faisons, que ce soit les événements auxquels nous participons, que ce soit aussi la collecte de vélos. Quand on collecte des vélos en proximité, on utilise des triporteurs, des remorques, et on peut mettre beaucoup de vélos en pile dessus. Donc, et c'est vrai que le but de Bicyclette depuis le départ, c'est l'insertion, c'est créer des emplois pérennes. Aujourd'hui, le vélo est une économie en plein essor et on voit bien qu'il y a un énorme potentiel, que c'est l'avenir. Le vélo aujourd'hui, c'est le véhicule d'avenir. Et pas seulement parce que c'est écologique, économique, aussi parce que c'est du lien social, c'est du bien-être au travail pour les salariés, c'est de la convivialité, le vélo a une bonne image et c'est pas par hasard. C'est parce que quand on est à vélo, on peut s'arrêter, on peut se parler, on peut se dire bonjour sans créer des bouchons, sans que ça fasse plein de bruit et que ce soit très désagréable. Donc voilà, c'est vrai qu'on sait que c'est un secteur porteur et on croit qu'à travers nos activités de promotion du vélo et aussi de recyclage, puisqu'on recycle des vélos destinés au rebut, on peut créer des emplois pérennes. C'est le but de Bicyclette. Un secteur en plein essor, l'avenir. L'an dernier, on va le voir en chiffres, plus de 3 millions de vélos ont été vendus en France. C'est intéressant de dire que 40% de ces vélos sont made in France. Voilà, un marché tiré par l'explosion des ventes de vélos électriques. Ça marche extrêmement bien, sachant qu'il y a une subvention 200 € aux acheteurs. Chiffre d'affaires du secteur en progression de 6,4%, qui franchit la barre symbolique du milliard d'euros. Et un vivier d'emplois, ça représente aujourd'hui 35 000 emplois. Marc Schmitt, depuis longtemps, vous avez compris que c'était un secteur porteur, mais que vous avez voulu, d'abord avec le magazine Style, et ensuite avec votre café, on va dire café boutique, Style Cycle Wear and Coffee Shop. Voilà, vous avez surfé sur ce créneau, évidemment, mais en voulant dépoussiérer un peu le monde du vélo. C'est quoi Style? Alors, Style, c'est un paronyme qui joint le mot style, l'acier, donc l'entrepreneuriat, les cadreurs sur mesure, l'acier, et la mode. Donc en fait, c'est le style à vélo, la mode en mouvement. Et ça se fait soit de manière physique, soit de manière occasionnelle. Donc vous avez deux types, lifestyle et sportive. Il se trouve qu'on est entre les deux. On voit un marché qui est en pleine effervescence, que ce soit sur la route et en ville. Encore une fois, il existe des vélos pour tout type d'usagers. Ça, c'est magique. Et on surfe là-dessus. On se dit que un vélo est vendu, les gens ont besoin d'accessoires, d'un casque, de gants, de chaussures, de chaussettes. Du coup, il y a un marché qui s'est créé et aussi le marché urbain. L'élan en fait de ce marché urbain est né via, nous on pense avec Alex, via le pignon fixe, qui a créé un effet de mode. Et cet effet de mode a donné naissance à des collections de grandes marques et des marques qui se sont créées par ce biais. L'idée de donner une fraîcheur à l'image du vélo est arrivée suite à la création du magazine. On voulait justement montrer un nouveau style vestimentaire, on voulait montrer l'art, l'entrepreneuriat, les artistes, ou le vélo comme support d'expression et comme source d'inspiration essentiellement. Et il se trouve que les pays anglo-saxons, vu que les noms sont connotés très anglais, sont
ont donné une deuxième jeunesse au vélo, qui notamment a été inventé en France, la chaîne par Michaud, etc. Donc du coup, de fil en aiguille, les Anglais ont redonné un élan au cyclisme, et surtout dans le vélo mode, et l'image un peu jeune, trendy, avec des allures skate, des allures surf. Et on est là-dessus. Et il se trouve que... Vous dites même le vélo en carbone, c'est le nouvel instrument du lobbying. Ça a remplacé le golf. Donc il y a tout un. Non, mais si on s'y penche un petit peu, il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui font partie de la French Tech, qui se retrouvent autour du vélo, qui font des courses ensemble. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment plus qu'une mode. C'est vraiment un nouveau lien qui est en train de se créer. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre concept store, puisque je vais continuer à utiliser des anglicismes, moi aussi. Ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi? Ça consiste à accueillir une clientèle qui soit cycliste ou pas, l'accueillir dans un lieu qui a été créé pour les cyclistes. Avec l'accueil d'un barista qui vous offre un café de qualité, torréfié à Paris, avec des bières issues de microbrasseries autour de Paris, et justement une large gamme de produits premium ou pas, avec des accessoires pour le cyclisme. Et à contrario d'un magasin de vélo, nous, on est complémentaire à un magasin de vélo, car le magasin de vélo en soi vend des vélos, répare des vélos, et nous, on a décidé, en fait, via le côté un peu mode du vélo, de vendre ce qu'il y a autour. Et c'est un marché qui est en pleine effervescence, en fait, qui est assez porteur. Alexandre Martin, vous faites partie depuis longtemps de cette communauté. Vous, on l'a compris tout à l'heure, c'est un petit peu un vélo festif. Voilà, vous avez fait des rides de nuit. Ça fait quoi de rouler de nuit? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors déjà, il y a un petit peu moins de voitures. Ouais. Et puis c'est très très beau de découvrir Paris la nuit, justement. Et puis il y a une réelle liberté. C'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup moins de circulation, c'est quand même une grande liberté de pouvoir traverser Paris. Puis du coup, on se déplace beaucoup plus rapidement aussi. Et puis parce que du coup, on a tous des travails aussi la journée. Donc c'est un peu le moyen de se retrouver le soir, d'aller faire du vélo et puis d'aller boire un verre après, tout simplement. Les rides, c'est ces fameuses courses, comme la Keirin Caviar. Alors là, il va falloir décoder pour nous, parce que d'abord, ça n'a rien à voir avec le caviar tel qu'on pourrait le penser. Non. Et ensuite, racontez-nous ce que c'est que cette Keirin Caviar. Alors le caviar, pour remettre un petit peu les choses, en fait, il y a plusieurs collectifs qui se sont créés un petit peu dans Paris, des collectifs de cyclistes, enfin de riders, etc., qui sont plus ou moins mis ensemble par affinité, puis par tranche d'âge aussi, etc. Donc le caviar, c'était 3-4 personnes qui ont décidé de rouler ensemble, puis petit à petit se sont greffés un petit peu, on va dire une dizaine de personnes. Et du coup, un soir, je crois qu'il y avait un ride qui était annulé. On nous a demandé justement d'organiser un peu un événement au pied levé pour des gens qui se réunissaient. Et on voulait organiser un keirin. Donc le keirin, pour juste réexpliquer, c'est une course au Japon, en fait. Donc c'est vraiment un sport pas national, mais en tout cas, c'est des courses de vélo, en fait, en ovale de piste, où les Japonais parient dessus. Donc c'est des courses très très rapides, sur plusieurs tours. Enfin, il y a vraiment une vraie discipline de vie. Enfin, faudrait se renseigner là-dessus, c'est très très intéressant. Et donc, bref, nous, on avait très très envie d'aller à Longchamp, en fait, et de tourner autour de l'anneau de Longchamp, où on peut faire du vélo. Et au départ, c'était un petit peu une blague, c'est-à-dire qu'on faisait un barbecue la nuit, une caisse de bière, et on fait du vélo autour de Longchamp. Et puis la deuxième année, on se dit, on pourrait le refaire, ça serait bien. Et puis on a eu un petit peu plus de monde. Et puis la dernière édition, on a eu beaucoup de monde. On a eu, je pense, 200... Qui participe? C'est qui ces amateurs Au départ, c'était vraiment un milieu, entre guillemets, enfin, en tout cas, des cyclistes très, très initiés, des gens qui gravitaient autour du pignon fixe ou d'ex ou coursiers, etc. Et puis la dernière année, c'était en tout cas des coursiers, des gens passionnés de vélo. Et puis il y a quelques personnes qui sont venues justement de Lyon, pour venir conquérir, enfin en tout cas essayer de gagner le Keirin Caviar. Et puis beaucoup de filles aussi, voilà, donc c'était un petit peu, on avait fait un événement, enfin au départ c'était un événement très très intimiste. Vous dites beaucoup de filles, juste un mot, je vous coupe. Est-ce que le vélo est resté un monde masculin ou pas du tout? Je pose une question complètement à côté, et évidemment qu'il y a égalité face au vélo. Alors, je dirais oui et non. C'est dur de poser cette question-là à un homme, du coup, mais
Oui, en tout cas, sur l'événement du Kirin, oui. Nous, il y avait des filles, parce qu'en tout cas, on voulait qu'il y ait cette volonté de faire des poules filles et malheureusement des poules garçons. C'est là où on s'est dit, ouais, quand même, on reste. Mais il y a des rides qui sont organisés, oui, dans Paris, un collectif. Il y a quelques années, il y avait le ride des filles qui existait et qui s'est transformé, qui a été repris justement, qui s'appelle les GOWS, donc G-O-W-S, c'est Girls on Wheels. Et c'est toute une équipe de filles, très très sympa, qui font des rides pour être tranquilles entre elles. Donc j'imagine que si elles ont pris cette décision, c'est que c'est pas si ouvert que ça. Mais on essaye en tout cas, on est ouvert à tout, filles, garçons, transgenres, on se pose pas du tout de questions. En fait. Ben voilà, le vélo pour rassembler tout le monde, le vélo pour aller bosser, le vélo pour aller à l'entreprise et qu'il faut faire réparer, le vélo pour s'habiller à la mode, prendre un café. On a voulu découvrir le vélo au-delà des clichés et de la petite guerre vélo-voiture dont on entend exclusivement parler. Le vélo et l'avenir du vélo en ville, eh bien c'est ça. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. On arrive au terme de cette émission. Je voudrais remercier également Margot Bétou qui m'a aidé à préparer ce numéro de 9h50 le matin. C'est tous les jours sur France 3 Paris, Île-de-France. Et je vous souhaite une très belle après-midi à vélo, pourquoi pas. Bonjour à toutes et à tous, merci de rester fidèles le matin à France 3, Paris, Île-de-France et à ce rendez-vous quotidien. Face à face, ce matin, nous allons parler politique à la frontière même de l'histoire avec notre invité, journaliste politique, ancien directeur général de France Télévisions, Patrice Duhamel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez nous parler du livre que vous avez écrit avec Jacques Santamaria, Les jours d'après. Vous parlez de 23 hommes politiques. Que font-ils après avoir quitté le pouvoir ou après ne plus en avoir? Ça va du général de Gaulle à Juppé jusqu'à François Hollande, le chagrin des lendemains. Et le chagrin, ça commence très fort, puisque ça commence avec le général de Gaulle, qui lui est parti vraiment comme un homme triste, remercié par le peuple français. Oui, il perd le référendum un peu plébiscitaire, puisque comme d'habitude, il a dit si c'est le non qui l'emporte, je m'en vais. Il perd à 20h le dimanche 27 avril, et à minuit 11, dans la nuit, il dit je démissionne, cette décision prend effet à midi. Donc à midi, il n'y a plus de président de la République. C'est le président du Sénat qui fait l'intérim. Et il est prostré, il est fatigué quand même. Mai 68, ça a provoqué chez lui beaucoup d'amertume, parce qu'il ne comprenait pas très bien ce que voulaient les étudiants, etc. Là, il a joué son va-tout, qui tout double comme d'habitude. Mais on lui dit de partir et il part. Il en tire les conclusions. Il part et il va partir. Il ne veut pas être là quand son successeur, Georges Pompidou, est élu. Il part sur les plages d'Irlande avec sa femme et son aide de camp. Et l'année suivante, il va aller... On en parle moins, c'est très, très étonnant psychologiquement. Il va aller voir Franco en Espagne, ce qui est tout à fait étonnant, le général de Gaulle avec Franco. Et comme on le sait, il va mourir de chagrin le 9 novembre 70. Et nous, notre thèse, étayée sur les témoignages, y compris Yvonne, sa femme, qui l'a dit à un certain nombre de personnes en privé, il est mort de chagrin. Oui, le chagrin que ce lien extraordinaire, au sens étymologique du terme, qu'il avait avec les Français depuis le 18 juin 40, que voilà, ce lien s'était complètement cassé pour le référendum. Je voulais, Patrice Duhamel, commencer avec le général de Gaulle, parce qu'il y a une dimension tragique et de grandeur de l'histoire que l'on ne retrouve pas forcément avec les autres hommes politiques. Oui, parce que tout est grand avec de Gaulle. Ouais. Et alors, son chagrin était grand. Il n'y a pas que des présidents de la République dans les jours d'après. Il y a ceux qui auraient pu le devenir aussi, et qui ont été aussi chassés d'une façon parfois très cruelle, parce qu'il y a beaucoup de cruauté dans la façon dont ces hommes sont remerciés. Il y a beaucoup de cruauté dans la vie politique et dans la manière dont ces hommes, si on en reste aux anciens présidents de la République, ceux notamment qui ont voulu revenir, n'y ont pas réussi. Aucun d'entre eux battus n'a réussi, ni Giscard, ni Sarkozy et François Hollande encore moins, puisqu'il n'a pas pu être candidat. Mais vous pensez que François Hollande, lui, pourrait revenir, qu'il a ça derrière la tête quelque part? Il veut revenir, il souhaite peser
est-ce qu'il pourra revenir? Quand on voit l'état du Parti socialiste aujourd'hui, tout est possible, absolument tout est possible. Mais la cruauté, elle est, je dirais, dans le regard qu'on porte sur eux. Ouais. Parce qu'ils ont, leur bilan. Ils ont le sentiment que tout le monde les abandonne, que le téléphone ne sonne plus, que et sur le bilan de leur action, c'est ça, c'est le bilan de leur action voilà. aussi. Alors ça, il y a des spécificités françaises et des points communs entre toutes ces personnalités dont nous parlons. C'est que d'abord, très souvent, quand l'âge leur permet de le faire, ils veulent revenir. Alors pensez à Giscard. Oui, mais pas seulement. Sarkozy aussi. En Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis. C'est fini, c'est fini. Un chancelier, un président s'en va, il ne reviendra plus. À quoi on doit cette spécificité française, que tout soit encore possible, même quand on vous a dit merci? Alors, il y a la psychologie, il y a l'histoire de France, qui nous vient de l'Ancien Régime, des monarchies, etc. Et puis, la Ve République, qui fait le lien historique entre la monarchie et la République. Il y a un peu des deux. Quand vous êtes à l'Élysée, ce lieu de pouvoir, vous avez à la fois des symboles de la République et des symboles de la monarchie. Et le président qu'on appelle le monarque républicain, c'est ça. Donc le monarque républicain, qu'il ait exercé 5 ans, 7 ans, ou 12 ou 14 ans, il considère toujours qu'il a un lien avec le peuple et qu'il doit pouvoir continuer. On fait une petite pause, Patrice Duhamel, si vous le voulez bien. On regarde ces départs, parfois grandiloquents. En tout cas, il y a toujours quelque chose d'assez tragique dans cette façon de quitter le pouvoir. C'est des images cherchées par Anne Beaugrand. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Le 10 mai 1969, avant le début de la campagne électorale, il prend discrètement le chemin de l'Irlande. Il ne remettra les pieds sur le sol de France que le 19 juin, 24 heures après la cérémonie anniversaire de son appel historique du 18 juin. Au revoir. Le nouveau président raccompagne l'ancien jusqu'au bas du perron. J'ai fait aujourd'hui en sens inverse le chemin parcouru il y a 14 ans, a déclaré François Mitterrand. Il redevient un simple citoyen. Dans la cour de l'Élysée, dernier signe de la main à ceux qui l'ont accompagné pendant ces 12 années à la tête de l'État. Et vous retrouverez toutes ces histoires dans le livre Les jours d'après que publient Patrice Duhamel et Jacques Santamaria aux éditions de l'Observatoire. Il y a quelque chose de très romanesque dans ces attitudes, parce que font-ils après? C'est vrai qu'on se demande où ils vont. Giscard, lui, se retire au Mont Athos, seul dans une cellule de moines. Dans un monastère orthodoxe grec. Et puis, quelques semaines plus tard, il va aller chez un ami qui l'a invité avec sa famille dans un ranch complètement perdu dans le Grand Ouest canadien où il va rester plusieurs semaines. Alors Patrice Duhamel, on a parlé évidemment des présidents, mais il y a aussi ceux qui auraient pu le devenir, qui ne le sont pas devenus, qui ont été remerciés. Je pense à Raymond Barre, qui lui n'a jamais vraiment aimé la politique et qui était soucieux de savoir s'il pourrait donner ses cours à Sciences Po tout en étant candidat. Oui, quand il faisait campagne et que les sondages montraient qu'il pouvait être élu, et il a d'ailleurs été battu d'assez peu par Chirac au premier tour en 88. Il disait à ses collaborateurs, bon bah si je suis élu, très bien, on faudra faire avec, mais en tout cas, je veux continuer mes cours à Sciences Po, ce qui était bien sûr absolument impossible. C'est incroyable, parce que c'est presque du roman quand on lit ces mais les histoires. grands fauves politiques, comme on les appelle, hommes ou femmes, nous on aimerait bien qu'il y ait plus de femmes. On parle de Simone Veil. Il y a Ségolène Royal. Voilà, et Simone Veil qui est un contre-exemple dans la mesure où elle a décidé à un moment donné d'arrêter la vie politique, de rentrer au Conseil constitutionnel, de se consacrer au devoir de mémoire, etc. Elle, c'est le contre-exemple. Un dernier mot, Patrice Duhamel, dans ces 23 portraits, ces 23 hommes et femmes politiques, vous les avez tous connus, sauf le général. Sauf le général, absolument. Je les ai tous connus, depuis Georges Pompidou jusqu'à aujourd'hui, Hollande, Valls, Juppé, Sarkozy. Ça veut dire, et 12 secondes pour répondre, que vous avez pris des notes pendant ces rencontres, pendant toutes ces années? J'ai pris énormément de notes pour tous ces livres que nous faisons maintenant avec Jacques. Oui. Merci beaucoup, Patrice Duhamel, d'avoir été l'invité de ce numéro de Face à Face. Je rappelle, passionnant, Les jours d'après aux éditions L'Observatoire. Très belle journée à vous. Merci de votre fidélité.